Je revenais de l'aéroport, j'étais en t-shirt, j'ai pris le métro et là j'ai senti 200 regards vraiment sur moi. Tout le monde me regardait et je me suis dit là ça y est, je suis revenue en France, il va falloir que je retravaille sur l'acceptation de moi. À 39 ans, Julie, surnommée la fille qui a des taches, a le corps recouvert à 70% d'angiome. Elle est influenceuse body positive, inscrite sur Instagram pour échanger autour de sa différence et combattre le harcèlement scolaire et digital. Elle a gagné près de 39 000 abonnés en 2 ans grâce à ses posts pleins d'humour. Alors comment a-t-elle réussi à s'aimer, à aimer sa différence et dépasser le regard des autres ? Je suis Malika Ménard et vous écoutez Fuck les complexes, un podcast dans lequel les femmes parlent de l'acceptation physique de soi. À 39 ans, tu es connue comme la fille qui a des taches. Tu as choisi comme nom de scène sur les réseaux le surnom qui t'avait peiné quand tu étais enfant. Pourquoi ? Parce que je voulais juste faire un pied de nez, entre guillemets, aux personnes qui se sont moquées de moi. Et il y a 39 ans, la fille qui a des taches, c'était une jeune femme qui était, un enfant qui était moqué. Et aujourd'hui, la fille qui a des taches est une personne qui aide les autres à s'accepter et qui s'aime. Donc je trouvais que c'était un beau pied de nez. Mais au démarrage de ton inscription, ça, tu le savais pas ? Non, ça, je le savais pas. Je voulais vraiment, quand je me suis inscrite en écrivant la fille qui a des taches, c'était juste pour dire, voilà, vous êtes moqué de moi il y a tant d'années. Aujourd'hui, je peux vous montrer que, en fait, je m'en fous que vous m'ayez donné ce nom-là. J'ai juste envie, entre guillemets, de vous faire un pied de nez, quoi. C'était juste ça. Et si on t'appelait la fille qui a des taches, c'est parce que ton corps est recouvert à 70% d'angiome, c'est ça ? C'est les taches de naissance. Pour donner une idée, pour ceux qui nous écoutent, Jean-Luc Reichmann en a un sur le nez. Ouais. Voilà. Moi, j'en ai sur 70% du corps. Et c'est dû à quoi ? Alors, on a su il n'y a pas très longtemps que c'était dû à un gène qui avait muté quand j'étais dans le ventre de ma maman. Donc, c'est ça qui a enclenché les angiomes, mais aussi toutes les maladies cardiovasculaires que j'ai eues derrière. Ah, tu as eu des maladies par la suite, mais rien de grave. Un petit peu, quand même. C'est vrai ? Oui, j'ai fait plusieurs phlébites. J'ai fait, il y a 3 ans, une double embolie pulmonaire. Oui. Où j'ai vraiment failli... En tout cas, le nom fait peur. Voilà, où j'ai vraiment failli y passer, malheureusement. Mais maintenant, je suis suivie par des très bons professeurs à Pompidou et tout va bien. Quand tu es née, vous n'étiez que 7 en France. C'est ça. Bravo. Avoir autant d'angiomes, c'est ça ? Oui. Est-ce que tu as pris tout de suite conscience de ta différence ? Pas du tout. Vraiment, je suis née dans une famille aimante, dans un cocon bienveillant. Et en fait, quand je me regarde dans la glace encore aujourd'hui, quand je me regardais quand j'étais petite, mes angiomes, je les voyais pas. Tu racontes une anecdote au CP ? Oui. Ça vient même parfois des adultes. C'est ça. C'était ta maîtresse qui te mettait à l'isolement, entre guillemets, avec un autre camarade qui était malade. Qui avait pas de cheveux, ouais. Il avait la leucémie. Et en fait, elle nous mettait tout le temps, tous les deux à côté, que ce soit pour les activités sportives, pour quand il y avait des travaux de groupe ou même dans la classe. On était tous les deux l'un à côté de l'autre parce qu'elle estimait qu'on était les deux différents de la classe. C'est intelligent. C'est très intelligent de la part d'une maîtresse, oui, en effet. Et j'imagine que la période la plus compliquée, ça fut celle de l'adolescence et du collège. C'est ça. Alors la période lycée-collège a été très compliquée. D'abord parce que mes parents déménageaient beaucoup. Pourquoi ? Parce que mon beau-père était commercial et donc il prenait tous les postes vacants à chaque fois. Donc on déménageait énormément. En plus, moi j'étais la dernière de ma classe qui était réglée et je n'avais pas de poitrine. Et j'étais aussi la première de la classe et on sait que les premières de classe généralement sont pas trop aimées. Tu cumulais les casquettes. Je cumulais, ouais. J'ai une cumularde. Et j'avais en plus des angiomes. Donc du coup, la nouvelle qui arrivait, celle qui a des taches, qui est différente, etc. Ça a été très compliqué. On peut dire que j'ai subi du harcèlement scolaire parce que j'ai le droit à tous les noms. Bon, la fille qui a des taches en premier, mais après, ça a été l'indienne. Pourquoi ? Parce que l'indienne peau rouge, tu vois. Ils étaient partis chercher très loin. J'avais droit à des gens qui tournaient autour de moi en faisant les Indiens. On me lançait du ketchup au visage à la cantine. Enfin, ça a été très, très compliqué. Et puis en plus de ça, à l'époque du collège, quand tu commences à vouloir sortir avec des garçons, personne voulait sortir avec la fille qui a des taches. Enfin, c'était trop la honte. Comment tu le sais, tu avais fait la démarche ? Oui, tu sais, quand t'es jeune, tu vois là, tu es un garçon qui te plaît, tu vas le voir, est-ce que tu veux sortir avec moi ? Et non, c'était non. Puis à 14-15 ans, les garçons, ils sont pas très ouverts d'esprit, ils sont un peu bêtes, il y a que le physique qui compte, donc dès que t'es un peu différente, ça c'est très compliqué. Et t'as dit que tu étais allée jusqu'à vouloir faire enlever ces taches. C'est ça. Quand j'étais en 4e, 3e, c'était une période très difficile, donc j'avais dit à mes parents, écoutez, là c'est bon, maintenant, il faut qu'on les enlève. Donc j'ai plein d'anecdotes assez drôles parce que les médecins à cette époque-là, le laser venait juste de débuter, donc ils ont proposé à ma maman différentes méthodes. Tout d'abord, c'était prendre des peaux de ses fesses pour me greffer sur les mains. Puis après, il y a eu cette solution du laser. Dans les années 90, c'était vraiment le début du laser. Donc j'ai fait du laser pendant 2 ans.
Et ça n'a pas du tout été efficace. Bon, je te montre à toi, mais tu vois, j'ai un petit point blanc sur la main, c'est 2 ans de laser. Ici ? Ouais, ça c'est 2 ans de laser. Donc à l'époque, le viseur était tout petit et c'était pas du tout efficace. Donc ça marche, mais ça marche de manière risible, quoi. C'est ça. Ils faisaient sur toutes les 2 mains, enfin sur les 2 mains. Ils ont commencé par les mains, mais il y a que ça qui a fonctionné. Et puis en plus, c'était très douloureux. Ouais. Alors si c'est pour enlever. Et c'était pas remboursé par la Sécu. Donc au bout d'un moment, on a arrêté parce que ça coûtait trop cher à mes parents. Ça combien de temps ? J'ai fait ça pendant pratiquement 1 an et demi et je ratais le lundi et le mardi, je ratais les cours. Donc j'ai redoublé ma 5e parce que du coup j'étais tout le temps à l'hôpital et on m'a arrêté. Au bout d'un moment, c'était trop compliqué. Et là maintenant, quand tu te regardes dans la glace, tu te dis quoi ? Aujourd'hui, je me trouve belle et je vois toujours pas mes angiomes en fait. C'est vraiment, c'est toujours le regard des gens qui me renvoie en fait à mon image. Après, je sais pas si tu comptes en parler, mais pendant très longtemps, mes angiomes, j'ai pas trouvé ça beau. C'est-à-dire jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 35 ans. Ah oui. Ouais, elles étaient là, Magneta, je les acceptais, mais je trouvais pas ça joli. Donc enfance, adolescence, là, tu les détestais, j'imagine. Ouais. Et après, tu as trouvé un petit moment de répit quand même ? Alors après mes études, j'ai eu la chance de partir travailler à l'étranger. Et j'ai fait différents pays, dont la République dominicaine, où je suis restée pendant pratiquement 3 ans. D'accord. Et là-bas, la différence n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que tu peux être, peu importe ta taille, ta forme, tout le monde t'accepte tel que tu es. Et c'est vrai que ça m'a donné un boost à mon ego, forcément. Et puis pendant 3 ans, j'étais avec quelqu'un qui ne m'a jamais demandé ce que j'avais sur les bras. Et pour lui, c'était pas un problème. Un jour, je lui ai dit, mais dis donc, pourquoi tu me parles pas de mes taches ? Il m'a dit, écoute, toi, t'es rose, moi, je suis marron. Le sujet, il est clos, on n'en parle plus. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien d'être avec lui. Puis après, les autres histoires d'amour que j'ai eues derrière m'ont donné énormément confiance en moi. Et après, quand je suis arrivée à Paris, l'année de mes 30 ans, tout le travail que j'avais accumulé, tout le positif que j'avais accumulé, a dégringolé en une journée. C'est-à-dire ? J'ai pris le métro, oui. Je revenais de l'aéroport, j'étais en t-shirt, j'ai pris le métro et là j'ai senti 200 regards vraiment sur moi. Tout le monde me regardait et je me suis dit là ça y est, je suis revenue en France, il va falloir que je retravaille sur l'acceptation de moi. Il n'y a que en France où tu as ressenti ça ? Ouais, malheureusement. Je sais pas pourquoi, j'ai fait plein de pays, l'Angleterre, les États-Unis, enfin j'ai jamais eu de regard comme ça. Et vraiment, en France, on a un problème il y a un travail à faire sur l'acceptation des autres. Après, je comprends que c'est pas commun et qu'on peut me regarder parce que c'est pas anodin de voir quelqu'un avec des bras violets, surtout l'hiver, ils sont plus foncés. Mais il y a des façons de regarder les gens. Et moi, j'ai eu plusieurs anecdotes dans le métro où on m'a prise en photo, par exemple. Ouais. Où on m'a montré du doigt, où on m'a insulté, où on s'est moqué de moi. Toi, comment tu réagis dans ces moments-là ? Il y a une fois où je me suis vraiment fâchée contre une fille qui me prenait en photo, mais généralement, je dis rien. Parce que j'ai pas envie que ça parte au clash. Donc, je dis rien, je prends sur moi. Bon, après, j'ai la chance d'avoir Instagram maintenant pour m'exprimer, mais à l'époque, j'avais pas tout ça. Donc, je prenais sur moi. Après, je rentrais chez moi, j'appelais ma mère, je pleurais, je disais j'en ai marre. À tel point que l'année de mes 32 ans, j'ai dit à mes parents, là, c'est bon, on va refaire du laser parce que j'en ai marre, en fait, qu'on se moque de moi. Même les garçons, tu vois, que je rencontrais sur les sites de rencontres. J'ai une anecdote avec un garçon qui est parti en plein milieu du rendez-vous et qui m'a envoyé un texto en me disant « Désolé, mais les tâches, je peux pas ». C'est sympa. Il s'en va et en plus il fait un message, c'est élégant, puis c'est courageux, quoi. Complètement. Et donc j'ai cherché un dermato qui était OK pour refaire du laser. Je me dis bon, 20 ans plus tard, il y a eu des progrès en médecine, le viseur va être plus gros et ça va être chouette. Et puis j'ai rencontré un dermato, je lui ai dit voilà, vous m'hospitalisez 3 semaines et vous m'enlevez mes angiomes. Il m'a dit mais Julie, il y en a pour 3 ans, il y en a pas pour 3 semaines. Et là j'ai dit bon bah tant pis, on laisse tomber. Et puis en discutant avec mes parents, mes frères et sœurs, ils m'ont dit le jour où t'as plus tes angiomes, ça sera plus toi. Oui. Ça serait plus toi, donc voilà. Donc j'ai fait un travail sur moi et j'ai eu la chance de rencontrer Alison, qui est photographe, que j'avais déjà rencontrée dans le cadre de mes saisons et qui avait grandi et qui est devenue photographe et qui m'a proposé de faire un shooting photo. Et tes saisons, c'est quand tu travaillais à l'étranger ? C'est ça, exactement. Et on a fait des photos dans Paris, des photos lambda. Et puis quand on est rentré à la maison, là elle m'a dit bon bah c'est ce que tu vas faire, tu vas te déshabiller et on va faire du nu. Ah, carrément. Voilà. Direct. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, comment ça, du nu, ça va pas bien. Et elle me fait, si, je veux te montrer à quel point t'es jolie. Donc, on a fait des photos. Et en fait, quand j'ai reçu les clichés, j'ai trouvé que c'était très beau, que c'était artistique. Et à partir de ce moment-là, ça a déclenché en moi une envie de me montrer, de prouver au monde qu'on pouvait être beau, même avec des rondeurs ou avec des angiomes. Et là, t'as lancé le compte Instagram ? Ouais, quelques temps après, ouais. Et là, tu te disais, j'ai envie de rencontrer des gens qui me ressemblent ? C'est ça. Le but premier de mon compte Instagram, c'était vraiment de rencontrer des gens qui, comme moi, avaient des angiomes. Parce qu'à l'âge adulte, je n'avais jamais rencontré des gens qui avaient la même pathologie que moi. Et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir échanger, discuter.
Et pendant 1 an, j'avais, 300 abonnés. Tu vois, c'était, déjà, je trouvais ça énorme, en fait, que j'ai 300 personnes qui me suivent. Bon, j'avais beaucoup ma famille et mes amis. J'allais te dire, est-ce que tu les connaissais ou pas? On va dire que 70% des gens, je les connaissais. C'était un peu la triche. Waouh, quelle folie. Mais j'avais quand même des gens qui s'abonnaient en disant, waouh, c'est super, c'est bien ce que tu fais, tu es forte, etc. Et puis, au bout d'1 an, 1 an et demi, j'étais repartagée par le compte On veut du vrai, qui est tenu par Julie, 12 février, D'accord. que tu connais bien. Oui. Suite à ça, mon compte a, alors pas explosé, mais je suis passée de 300 à 1000, ce qui était déjà énorme. Où là, j'ai commencé vraiment à avoir des gens qui me disaient, mais merci, grâce à toi, je me sens bien, c'est chouette de voir que tu t'assumes, etc. Et j'ai eu malheureusement, quand tu es un peu plus exposé, forcément, tu attires aussi le négatif. Donc, j'ai eu une période de haters. Mais là, tu avais combien d'abonnés à cette période de haters? Je devais être à 1500, 2000, tu vois, c'était pas... Ouais. Non plus, et il y avait déjà des gens qui étaient malveillants. C'est ça. Le message le plus difficile que j'ai eu, c'est si j'avais été ta mère, j'aurais avorté. Voilà, donc... Et comment tu peux supporter ça? Alors, j'ai pas supporté, justement. Ça a été le message de trop. Disons que ça m'a renvoyé à tous les moments négatifs de ma vie que j'avais pu vivre par rapport à mes angiomes. Donc, j'ai décidé de mettre mon compte en pause en me disant, je n'ai pas créé un compte Instagram pour subir des railleries et être moquée de la sorte. Donc, en fait, pendant 2 semaines, j'ai rien posté. J'avais mis une petite story en disant, voilà, quand j'irai mieux, je reviendrai. Et quand je suis revenue, en fait, ma story avait fait un peu le tour des gens. Et j'avais plein de messages d'encouragement, plus que de messages de haters, de personnes qui me disaient, grâce à toi, j'arrive à m'accepter, tu m'envoies de la force, tu m'aides au quotidien. Je me suis dit, pour ces gens-là, je dois continuer. Et puis après, j'ai fait une photo où je suis nue et j'ai noté toutes les angiomes, toutes les remarques, toutes les injures que j'ai reçues sur mes angiomes. Et cette photo a été repartagée. T'as explosé là. C'est là que j'ai fait Combini et que j'ai commencé à avoir un peu plus de visibilité et que voilà. Et t'es maintenant à quoi? Presque 39 000 abonnés? Oui, c'est ça. Donc du coup, là, il s'agit plus seulement de rencontrer, tu le disais, des gens qui te ressemblent. C'est surtout d'aider les autres. C'est ça. Je m'aide moi au quotidien, on va être honnête. Moi, le fait d'avoir ce compte-là, je me sens vraiment plus épanouie qu'avant. Tu te sens utile aussi? Je me sens utile. Il y avait un petit vide en moi et il est comblé. Disons que si tu demandes, par exemple, aux gens qui me connaissaient avant Instagram et aujourd'hui, ils te diraient, Julie, elle a changé parce qu'elle est plus épanouie, plus heureuse. Et je suis vraiment fière de pouvoir aider les gens avec mon histoire et de pouvoir faire des rencontres, par exemple comme avec toi aujourd'hui. Mais c'est vrai, c'est fou. Tu vois, il y a 2 ans et demi, j'étais dans mon salon, puis aujourd'hui, je suis avec toi. Et puis il y a plein de projets qui arrivent. Comme quoi? Comme quoi, par exemple, maintenant, je suis considérée comme mannequin atypique, entre guillemets. Donc, je suis payée pour faire des shootings. C'est quand même incroyable. Je suis auto-entrepreneur. Donc, j'ai complètement arrêté mon travail. Qui était quoi? J'ai été directrice d'une agence de nounous. Donc, je recrutais des nounous. C'est rigolo. Voilà. Et aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. J'ai une chaîne YouTube. Je suis en train de lancer un programme qui va s'appeler T'attache pas à tes complexes. Et voilà, je suis super contente, en fait, de pouvoir faire tout ça, de faire des belles rencontres. C'est génial. Et tu luttes aussi activement contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Complètement. Que tu viens d'évoquer d'ailleurs. Exactement. En fait, j'ai un projet qui s'appelle le Tâche Tour. Tout est avec tâche. J'ai tout. Et je vais aller dans un lycée pour parler de cyberharcèlement et d'harcèlement scolaire. Et vraiment, l'idée, c'est de faire ça après dans le maximum d'établissements scolaires qui voudra me recevoir. C'est vraiment important. Je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les cours de tous ces problèmes-là de cyberharcèlement et d'harcèlement scolaire. Donc, c'est vraiment mon combat quotidien. Les complexes, t'en as plus? Si. On en a tous. Je dis souvent que c'est pas parce que je m'accepte tous les jours. Oui, ça revient souvent. Ça revient souvent. Et moi, tu vois, j'accepte mes rondeurs et mes angiomes, mais dès que j'ai un cheveu blanc ou un sourcil mal épilé, par exemple, je ne vais pas me sentir jolie. Ah, c'est d'autres complexes. C'est bête, hein, mais on va pas dire que c'est un complexe, mais c'est tout de suite, je me sens moins apprêtée, moins belle, quoi. Sans parler de maquillage, hein, juste vraiment le sourcil mal épilé. Ou là, tu vois, j'ai un ongle qui s'est cassé avant de venir, je suis pas bien. Ouh là, ça me choque, je peux pas regarder ça. Tu vois? Oui. Tu vois, c'est des trucs bêtes. En fait, les gens me disent, mais Julie, en fait, tu tolères tes angiomes, mais dès que t'as un cheveu blanc, ça va pas. Tu les tolères, tu les aimes pas encore. Si, moi, je les aime et les gens disent tolère. Je trouve que ça fait ma force aussi, tu vois. Je me suis fait tatouer self-love dans le dos en mois de septembre, c'est pas pour rien. Et donc là, tu dirais que tu as réussi à t'accepter et à t'aimer. Oui. Et quel conseil tu donnerais à une jeune fille qui n'y arrive pas, qui est dans la souffrance?
Alors je dirais que c'est un travail malheureusement de longue haleine. On s'accepte pas du jour au lendemain. Ouais, faut s'accrocher. Qu'elle écrit tu es belle sur tous ces miroirs, ça aide. Chez soi, dans sa maison. Moi je le fais. Je le fais surtout à côté de son image, quoi. Dès qu'on se voit, il faut que ça soit inscrit et qu'on se le dise. Sur son miroir, parce que faut pas attendre que les autres nous le disent. Il faut se le dire à soi tous les jours. Et donc du coup, le fait d'avoir écrit tu es belle sur les miroirs, quand on a tendance à l'oublier, ça nous fait un joli reflet quand même. Et bon, ça fait des glaces toutes sales dans la maison. J'aime bien terminer l'interview avec 3 questions. Ok. Ta définition de la beauté? Pour moi, la beauté c'est subjectif. Donc tout le monde est beau. Ah, c'est tout le monde. Tout le monde est beau pour quelqu'un, forcément. Celle des complexes? Les complexes. La définition du complexe. C'est quelque chose qu'on n'accepte pas sur notre corps, mais je pense que c'est aussi dû à l'image des médias qu'on nous a mis en tête de la perfection du corps. Voilà, tout simplement. Et comment on dit fuck au complexe? En créant un compte Instagram, en faisant des photos nues, en montrant que peu importe son corps, on a le droit de s'exposer. J'ai eu le plaisir de rencontrer Julie Bullier dans cet épisode. Vous pouvez la retrouver sur Instagram @lafillequiadétache pour une bonne dose d'humour et de bien-être quotidien.